Moustapha Angoana, quelle est la lecture que vous faites de cette sortie de Jeune Afrique qui fait les gorges chaudes? Je dois dire que je fais déjà mienne les réserves qui ont été formulées par les uns et les autres au sujet de la crédibilité de l'auteur, en l'occurrence M. François Soudan, qui est, il faut le reconnaître, très souvent réputé pour présenter le pouvoir EDPC sous un jour plutôt très reluisant, alors que nous voyons bien la situation dans laquelle se trouve, notre pays. Je dois dire que je suis totalement contre cette assertion qui laisse croire que l'opposition camerounaise serait la plus belle du monde et que la coalition serait, que la candidature unique serait la panacée. Tout à l'heure, j'ai entendu Edmond qui indiquait qu'en 1992, le candidat de l'Union pour le changement avait gagné, mais il me souvient qu'il y avait plusieurs candidatures. L'UDC en avait, l'UNDP en avait, et il y avait le MP en avait également, le chasseur de Lyon à l'époque. Ouais. Donc il y avait une kyrielle de candidatures. Donc s'imaginer que la solution viendrait d'une candidature unique, en réalité, de mon point de vue, c'est la mobilisation anticipée d'une tentative de justification de la fraude dont le RDPC est passé maître. Et mettre dans le ridicule et mettre dans l'opprobre qu'on jette à l'honneur de notre pays. Ce qui retient mon attention, c'est que l'opposition n'est pas bête, mais il y a quand même des opposants dont l'attitude questionne. Parce que questionne et désaxe même le peuple du changement. Parce que quand vous voyez, moi je suis obligé de citer quelques-uns. Lorsque vous voyez par exemple une personne qui a eu la trajectoire de Célestin Djamène et qui un matin se retrouve après toutes les tribulations qu'il a vécues, à soutenir la candidature du président Paul Biya, vous posez des questions. Lorsque vous voyez un individu... Célestin Djamène n'est pas sur ce plateau pour se défendre. Donc... Non, je suis en train de... Je prends des exemples pour expliquer le contexte camerounais qui est un contexte particulier. Je dis bien que... Peut-être sans citer les noms. Oui, d'accord. Il y en a qui étaient on ne peut plus critiques, qui étaient même virulents et même violents, qui du jour au lendemain, parce qu'on leur a donné la moitié d'un strapontin, ont complètement changé de discours. Ça désaxe le peuple. Et je dois dire également que l'attitude de certains leaders historiques de l'opposition depuis les années 90, même cette espèce de pusillanimité qui les a caractérisés par la suite de leur carrière, soulève diverses interrogations. Lorsque le ministre de l'administration territoriale se retrouve à une émission télé et il dit qu'il y a des gentlemen agreement avec certains candidats de l'opposition, il faut dire que ça gêne. Ce qu'on doit dire, c'est qu'il ne faut pas confondre les oppositions, parce qu'au Cameroun, il y a ce qu'ils appellent les proposants et il y a également les opposants du ministère de l'administration territoriale. Parce que c'est une réalité camerounaise. J'ai l'avantage d'avoir représenté plusieurs leaders politiques au plus haut niveau. Je dis les patrons de formation politique. Et j'avoue qu'ils ne sont pas très nombreux qui ont le Cameroun chevillé au corps. Et ils envoient très souvent, par leur attitude, de très mauvais signaux au peuple camerounais, qui peut amener les gens à avoir des assertions du type de monsieur François Soudan. Mais il faut dire que dans l'opposition, il y en a qui ont une attitude qui soulève des questionnements, qui amène à douter même de la réalité de leur appartenance à la famille dite de l'opposition. Ils sont bêtes c'est vous que je suis un bête. J'ai dit que c'est vous que je suis un bête. Moi, prêtez-moi de l'argent, mais pas les mots. Et je poursuis. Et il faut également dire une chose, c'est que le contexte camerounais est un contexte particulier. Parce que parfois, pour pouvoir comprendre les événements, il faut s'inscrire dans une perspective historique. Les Camerounais, il y a un traumatisme générationnel qui a été transmis aux Camerounais.
le Cameroun est avec l'Algérie, l'un des rares pays à avoir obtenu son indépendance en Afrique par la guerre, par la bataille. Et des régions entières de notre pays ont été décimées, ont été dévastées. Et beaucoup de parents ont éduqué leurs enfants avec cette propension au silence, à la capacité à pouvoir prendre sur soi. Et ça finit par rayonner même dans l'environnement politique. Vous voyez, il y a quelques jours, il y a eu des marches en Côte d'Ivoire pour s'opposer au quatrième mandat de M. Alassane Ouattara. Les gens sont descendus dans la rue. Il n'y a pas eu un seul blessé, il n'y a pas eu un seul mort. Au Sénégal, 2 généraux ont été démis de leurs fonctions parce qu'ils ont refusé de réprimer les populations. Donc il faut pouvoir, parfois, lorsqu'on analyse des situations, contextualiser. Le Cameroun, ce n'est pas le Sénégal. Le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ils ont des avancées, mais les avancées tiennent également de la capacité des différentes institutions à jouer le rôle qui est le leur. Au Cameroun, il y a une violence qui est institutionnalisée. Et ce que les gens ignorent, c'est qu'il n'y a pas plus scientifique que les dictatures. Les dictatures sont scientifiques. Je vais vous expliquer. Je prends un exemple. Vous imaginez que ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel dernièrement, si un diplomate de la trempe d'Emmanuel Sadi avait été ministre de l'administration territoriale, vous croyez qu'il aurait accepté de perpétuer le faux qui était réalisé là pour pouvoir exclure Bosé Kamto? C'est impossible. Donc ça dit que, mais la dictature, parce qu'elle anticipe sur les coups, elle vous surprend, elle positionne à chaque endroit les personnes qui sont à même de faire la sale besogne. Vous comprenez? Au regard de leur passé, au regard des actes de la vie qui a été la leur, ils peuvent accepter de poser un certain type d'actes que des personnes qui ont une certaine hygiène n'accepteraient pas de poser. Alors donc il faut pouvoir prendre tout ce contexte-là pour pouvoir comprendre que l'opposition camerounaise ne peut pas être traitée de stupide, mais qu'on est dans un système dictatorial qui s'est installé avec des stratèges de la fraude, des stratèges du faux usage de faux, qui ont décidé de ternir de manière irrémédiable l'image de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on a l'opposition la plus bête, on a envie de dire qu'on a quand même un pays qui est un peu plus curieux. Le Chandler Institute of Governance vient de faire un classement. Le Cameroun est dernier au monde au niveau de l'influence diplomatique. Est-ce que c'est possible ça? Le président Kennedy recevait Haïdjo au bas de la passerelle. Mais vous imaginez aujourd'hui, vous voyez Donald Trump reçoit les chefs d'État africains, il est assis, tous sont debout autour de lui. Je dis venez recevoir Haïdjo au bas de la passerelle. Le Cameroun a dégringolé sur tous les plans. Donc en réalité, ce dont il faut questionner la gouvernance, la capacité à apporter le bien-être camerounais, c'est d'abord ce qui nous dirige. Donc François Soudan, en un mot comme en mille, perd toute capacité à pouvoir, toute capacité au regard de son passé, de sa relation incestueuse avec le pouvoir RDPC. Il perd toute possibilité de pouvoir donner un avis objectif sur des questions qui intéressent la vie de la nation camerounaise. En quelques secondes avant de donner la parole à Edmond sur la question. Lorsqu'il dit que, plus troublant encore, l'invalidation de Kamto n'a soulevé aucune vague de protestation comparable à celle observée en Côte d'Ivoire après l'éviction de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam de la compétition électorale. Cette léthargie nationale, traduit une résignation profonde malgré les frustrations et le désir d'alternance. Vous savez, et effectivement, il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Et je suppose que ça reste dans le contexte de l'opposition. Ça veut dire qu'il attendait peut-être une réaction des autres hommes politiques de l'opposition. C'est pas pour fustiger cette attitude-là. Le peuple, je pense que le peuple, lui, le moment venu, à travers l'élection présidentielle, aura le catalyseur à travers lequel la revendication sociale va pouvoir se mettre en branle. Mais ce qu'il faut regretter, et qui peut être partagé par ceux qui ont lu l'article de François Soudan, c'est qu'on a quand même assisté à un mutisme des leaders de l'opposition en dehors de quelques-uns. Moi, j'ai vu Issa Chiroma,
c'est Chiluma qui a fait une sortie. À quel moment peut-être Tomaino. Mais pour le reste, c'est comme c'est les transjubilatoires. D'ailleurs, je vous ai dit, au Conseil constitutionnel, il y en a qui ont jubilé quand on a reçu la candidature du professeur Kamto. Et ils sont candidats à l'élection présidentielle. Et ils appellent, le professeur Kamto a appelé ses militants ou ses sympathisants à voter pour eux. Donc je veux dire que il y a, mais ce n'est pas ce fait qui m'amènera à dire que l'opposition camerounaise est la plus bête, mais c'est juste qu'il y en a qui font de très mauvais calculs. Ils font de très mauvais calculs. Ils croient que c'est avec une espèce comment dire, qui veut se comporter comme des crabes, qui croient que bon, s'ils n'avancent pas, les autres ne doivent pas avancer, ou bien qu'ils croient qu'ils ne peuvent exister qu'à travers la chute des autres. Mais je pense qu'ils font fausse route. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est tellement clairvoyant, parce que j'étais dans l'arrière-pays. Les gens attendent le mot d'ordre du professeur Kamto. Ils attendent de manière véhémente même le mot d'ordre du professeur Kamto qui arrivera le moment venu. Et mon confrère aîné, Maître Achou, fera la politique dans l'opposition au soir du 12 octobre 2025. Alors, Edmond Kamgia,